conduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode de Mise à jour économique, le ministre des Finances, Éric Girard, se montre prudent. 3 jeunes arrêtés à Bois-des-Filions en lien avec le décès d'un garçon de 3 ans. L'imam Adil Sharkawi dénoncé pour des discours haineux, tandis qu'un médecin de Pierre-Boucher fait une publication controversée et l'armée israélienne affirme se trouver au cœur de Gaza. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, qui est attendue aujourd'hui. Lui qui a déballé les investissements qui sont à voir au Québec, entre autres l'accès au logement. Des nouvelles dépenses, certes, mais on s'est montré assez prudent là, du côté du ministre Girard. Lui qui prédit que les 6 prochains mois vont être très difficiles au niveau financier. Il ne parle pas là, de récession pour l'instant. On ne l'est pas encore, mais il qualifie ça, lui, de stagnation dans l'économie. Ouais, ben c'est pas mal ça. Il dit, présentement, on est aux alentours de 0%. Depuis la fin de l'été, du 0% de croissance. Et semble penser que ça va être ça aussi le début 2024. Donc, pas une grosse récession, là, tu sais, que tu plonges. Mais en même temps, le problème de la stagnation, des fois, c'est que ça traîne plus longtemps. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils ont revu à la baisse, dans le dernier budget au printemps, quand ils faisaient les pronostics 2024, ils avaient espéré une croissance économique d'1,4 %. Et là, on le baisse de moitié. On coupait ça de moitié à 0,7. Donc là, on vient... Le seul petit point positif de ça, c'est qu'il dit à cause de tout ça, là, on le sent, l'économie ralentit, les prochains mois vont être tough. Il a dit, laissant plus d'espoir aux ménages sur les taux d'intérêt, là, aux gens qui ont des hypothèques. Il est maintenant bien plus probable que la Banque du Canada baisse les taux d'intérêt au cours de l'année 2024 que de voir la Banque du Canada les remonter. Là. Oui. Ça, c'est un message quand même. Remarque, c'est pas lui la Banque du Canada, c'est le ministre des Finances du Québec, mais c'est quand même un ancien banquier, ministre des Finances depuis 5 ans. Appelons-le un fin observateur de la scène bancaire, là. Ça, il l'a dit très clairement. Il dit pour lui, les probabilités sont beaucoup plus élevées de baisse, d'une ou de baisse au pluriel, que d'une nouvelle hausse. Oui, et là, c'est des nouvelles mesures, là, des investissements additionnels. Il y en a pas mal quand même de mesures. 4,3 milliards de dollars en tout là, qui vont venir s'ajouter. Puis pour ça, on va devoir aller puiser 1 milliard dans la provision pour des éventualités économiques là, qui avaient déjà été mises de côté par le ministre. Là, pour les Québécois moyens, entre autres, ce qu'on risque de voir, c'est de l'indexation du régime d'imposition des particuliers. Hein, parce qu'on le sait, on a aussi là, déjà baissé là, les impôts. Donc, on va avoir ce contre-coup-là. Ça veut dire qu'on indexe là, tous les paliers de l'impôt. On les remonte un petit peu pour tenir compte de l'inflation, ce qui fait que c'est comme une mini baisse d'impôt pour tout le monde. Là, ouais. C'est une absence de hausse d'impôt. Sinon l'inflation, tu aurais fait hypocritement une hausse d'impôt déguisée. Alors là, tu l'évites. Mais on augmente du même pourcentage pour les gens qui sont à faible revenu, tous les programmes, aide sociale, programmes sociaux, le même 5 %. Oui, l'allocation familiale, ça va augmenter de 141 $. Le crédit d'impôt pour la solidarité, 59 $. La prestation d'aide sociale de base, 37 $ de plus par mois, par exemple. Donc, c'est toutes sortes comme ça de petits montants, effectivement, là, qui augmentent. La grosse part, c'est le logement. Oui, absolument. Là, ils vont égaler à Québec la mise du fédéral de 900 millions de dollars pour améliorer l'accès au logement. Donc, 1,8 milliard de dollars vont être disponibles pour construire. Là, on parle de 8000 nouveaux logements sociaux abordables d'ici 5 ans, 500 pour les itinérants. Les banques alimentaires, elles, demandaient 24 millions de dollars aussi là, de fonds d'urgence. On s'en souviendra. On n'y est pas arrivé à 24, mais 20,8 millions de dollars quand même là, qui sont donnés aux banques alimentaires pour les aider à boucler leur année. Ça aussi, c'était une des conséquences de l'inflation. En fait, si tu prends, parce que tu as dit il y a 500 des nouveaux logements qui sont pour les itinérants, tu sais, je serais tenté de dire la misère humaine nous coûte cher quand même parce que c'est 338 millions au total pour l'itinérance, autant pour les organismes que pour construire de nouveaux logements, plus les 20 millions pour les banques alimentaires, ce que j'appelle la misère, là, l'itinérance, aller aux banques alimentaires. Mais tu sais, on n'a jamais vu de montant comme ça. Là. On n'a jamais, à mon avis, dans l'histoire du Québec, on n'a jamais fait face à des montants comme ça. Tu sais, des programmes sociaux. Bon, l'aide sociale, on pourrait dire, là, c'est au niveau économique, c'est un peu la misère aussi. Mais là, la misère, dire que, tu sais, l'itinérance, jusqu'à maintenant, on mettait quelques dizaines de millions, on donnait ça à des organismes, des refuges. Mais là, tout à coup, tu dis à 300 millions et plus.
T'es rendu comme dans les grands programmes sociaux du gouvernement. Donc, parce que l'itinérance, c'est plus juste à Montréal, elle est à Québec, Sherbrooke, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatineau, tout partout. Ouais, des campements qui se dressent là, à l'approche de l'hiver un peu partout aussi. Ça coûte cher, là. C'est toute une dépense. Moi, aujourd'hui, ça a été un de mes chocs, là. Oui, ça fait effectivement, c'est une grosse part là, de cette mise à jour économique qui leur est dédiée. Un peu d'argent aussi pour l'adaptation des villes au changement climatique. Là. En tout et partout, c'est 260 millions de dollars d'argent neuf qui vont venir appuyer les initiatives dans cette matière-là. Dans ce chapitre-là, là, au total, c'est 1 milliard, mais il y a un 400 millions juste pour les feux de forêt, juste pour l'adaptation aux feux de forêt, la préparation. J'ai l'impression que la Sopfeu va repartir avec plus d'équipements, puis de l'équipement neuf, puis... on en a vu le besoin, disons-le, début d'année. Donc, c'est toutes sortes d'argent comme ça qui ont été mis sur la table là, par le ministre Girard aujourd'hui. Donc, mise à jour économique qui est prudente, mais quand même, là, toutes sortes de grandes mesures. Mais un peu pessimiste. Moi, de ça, je me demandais, là, le portrait est quand même assez sombre, assez peu de marge de manœuvre à court et moyen terme. Est-ce que ça change quelque chose pour les négociations du secteur public? Le ministre Girard, pour les négociations, lui a mis juste le montant pour le 14,8 % de l'offre actuellement sur la table. Et on va me dire, il s'est peut-être caché des petites marges de manœuvre dans sa manche ailleurs dans le budget. Mais pour l'instant, plus tôt dans l'émission, on a parlé la présidente de la CSN, Mme Senneville, qui dit, elle, cette mise à jour économique ne l'impressionne pas, peu importe le contexte, leur demande, aucune volonté de réduire ou de refaire l'exercice de leur demande. Le bras de fer va être toujours en cours, Mario. Un cas qui a attiré beaucoup d'attention depuis hier soir, c'est cette histoire d'un jeune garçon de 3 ans décédé visiblement par un projectile d'arme à feu dans sa maison de Bois-des-Filions, dans la couronne nord de Montréal, ou plutôt dans une résidence de Bois-des-Filions. Et on a arrêté 3 suspects ce matin du côté de la police. Je pense que la nouvelle vient de tomber. Je pense qu'on est rendu à 1. Oui, on est rendu à 1, parce qu'il y a eu 3 arrestations au départ, Mario. Et je pense que le but, c'était de les faire parler. Le but, c'était de les interroger, de les faire parler. Probablement que les jeunes ont dit la vérité aux policiers, ce qui a fait converger vraiment vers une accusation. Oui, 3 jeunes âgés de 17 et de 19 ans, donc, qui ont été arrêtés. Et les accusations sont tombées là, au palais de justice de Laval, où le dernier suspect a comparu aujourd'hui, accusé de négligence criminelle causant la mort. C'est l'accusation de laquelle on l'a affublé, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été appelé à intervenir hier soir en fin de journée du côté de la police. Et là, il y avait un jeune garçon plutôt de 3 ans, blessé par projectile d'arme à feu sur place. On a constaté son décès immédiatement. Puis il y avait 3 jeunes qui étaient sur les lieux à ce moment-là, qui, eux, ont été interpellés. Et ce qu'on comprend... Il n'y avait plus d'arme à feu, si on comprend bien. Là. Il n'y avait plus d'arme à feu à ce moment-là, mais ce serait une manipulation de l'arme à feu qui en parle, en plus de l'accusation de négligence criminelle. On aurait manipulé l'arme à feu de manière négligente. Donc, on n'a pas visé, on n'a pas tiré, on a gossé sur une arme à feu en faisant je sais pas quoi ou en faisant semblant, puis un coup qui est parti. Exactement, qui aurait donc attaqué le jeune homme de 3 ans qui l'aurait frappé de plein fouet. Et aujourd'hui, on cherchait l'arme à feu en question, Mario. Même des plongeurs là, dans le fleuve, dans la rivière des Mille-Îles, pas loin de là. Oui, parce que c'est juste à côté de la rivière des Mille-Îles, donc dans un quartier très paisible, très familial aussi, là, dans lequel les gens étaient complètement consternés. On cherchait l'arme à feu. Et semble-t-il, selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, là, qui était sur place aujourd'hui, avec qui j'ai pu m'entretenir, qu'on ouvrait même les bacs là, de recyclage, les bacs de poubelle d'à peu près tout le monde dans le voisinage pour essayer de retrouver l'arme du crime dans ce cas-ci. Donc, on devrait en prendre plus un peu sur le contexte de ce qui s'est passé autour de ça, mais vraiment, là, événement extrêmement choquant comme ça, qui a choqué le quartier et le Québec aujourd'hui. Jeune garçon de 3 ans décédé dans un contexte où il y a de plus en plus d'armes à feu aussi en circulation au Québec. Des événements, malheureusement, qui un jour allaient devenir inévitables. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Plusieurs personnes ont dénoncé aujourd'hui les propos tenus par l'imam controversé Adil Sharkawi, qui revient encore une fois dans l'actualité pour les mauvaises raisons. Lui qui a tenu depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël du 7 octobre dernier, donc il y a 1 mois exactement aujourd'hui, qui a tenu des discours où il fait ni plus ni moins que l'apologie du terrorisme et des incitations à la haine. Là. Parle, entre autres, là, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un, tue-les à long terme, n'exclus aucun d'entre eux.
des discours en arabe qui ont été traduits par nos collègues du Journal de Montréal, entre autres, là, dans des discours toujours accessibles sur son compte TikTok. Et les dénonciations là, n'ont pas tardé, entre autres, dans le milieu politique aujourd'hui. Le premier ministre François Legault, lui, qui a dénoncé ces propos-là en disant... c'est assez peu subtil, Mario, comme invitation. Il a dit, les policiers qui fassent leur travail, hein. C'est de l'incitation à la haine. C'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail, mais inciter à la violence, c'est pas permis. Et les chefs, là, d'à peu près tous les partis ont réagi aujourd'hui. On peut en entendre quelques-uns. Pyromane dans notre société que si vous voulez aider les populations palestiniennes et d'ailleurs plus largement sur les questions de l'islamophobie. On n'a pas la clip. Non, mais c'est Haroun Boisy exactement là-dessus là, qui a qualifié de pyromane de la société, qui a été très, très sévère. En fait, je pense que c'était bien là, que quelqu'un de la communauté puisse tenir ce langage-là aussi. Oui, parce qu'Haroun Boisy a été souvent fait participer à des manifestations en solidarité au peuple palestinien, avait appelé à l'Assemblée nationale de manière très, très émotive à ce qu'on demande là, par motion un cessez-le-feu. Dénoncer sans nuance là, les propos d'Adil Sharkawi. En fait... le traité de pyromane dans notre société, des propos donc qui ont été dénoncés, mais ça démontre à quel point il y a de tous côtés, Mario, des incitations comme celle-là, là, des propos controversés. Mais dans le cas de Sharkawi, c'est que... C'est sûr que ça s'est été prononcé en arabe. Est-ce qu'il y a bien des policiers au CSPVM qui parlent arabe qui pouvaient comprendre sur le coup, mais ça n'a pas été fait dans une ruelle devant une poignée de personnes. Là. Il est sur l'esplanade des Places des Arts. Il parle à une foule, je sais pas, il y a des centaines. Ils sont très nombreux. Peut-être 1000 personnes, peut-être 2000 personnes, je sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est parce que on avait dit du côté du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, il n'est pas question... les manifestations sont tout à fait autorisées, de manifestations de paix, d'appel à des cessez-le-feu, ou peu importe, ou de solidarité avec le peuple palestinien, ou avec le peuple juif, ou peu importe. Mais... on ne tolérera pas le discours haineux. Alors là, tu as deux volets très forts du discours haineux, là. L'incitation à la violence et l'apologie du terrorisme, c'est-à-dire d'applaudir le terroriste publiquement. Et dans les deux cas, ça me paraît être contraire au code criminel. Et en tout cas, pour l'instant, on a laissé aller. Là. C'est ce qu'on constate. Toutes sortes de détails, d'ailleurs, qui sortent là, autour de l'imam Sharkawi qui font soulever les sourcils. Mario, là, aujourd'hui, nos collègues ici à Cube Radio qui ont appris que Adil Sharkawi lui-même a toutes sortes de photos sur ses réseaux sociaux dans lesquelles il pose avec une arme de chasse, un fusil, là, un 12 semi-automatique, entre autres, là, utilisé pour le petit gibier, la chasse aux oiseaux, etc. Sauf que M. Sharkawi, lui, en 2003, on se souviendra que la Cour suprême du Canada a émis un certificat de sécurité contre lui et que pour posséder une arme en ce moment, il faut suivre le cours canadien de sécurité pour le maniement des armes à feu. Mais avoir un feu vert là, des autorités? C'est le dernier feu vert qui est donné, c'est par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. On a déjà suspecté M. Sharkawi d'être en lien avec Al-Qaïda, le groupe terroriste. Là. Il y a donc toutes sortes de voyants comme ça qui s'allument un peu autour de ça. Mais donc la GRC confirme qu'ils ont bel et bien autorisé, délivré le permis. Mais eux ne vont pas commenter sur des cas individuels, mais confirment que c'est bel et bien eux là, qui peuvent donc rejeter une demande d'acquisition d'armes pour des raisons de sécurité publique, là, ce qui ne semble pas avoir été fait dans le cas de l'imam Adil Sharkawi. Et dans les tensions, Mario, si d'un côté, on a les propos de M. Sharkawi, quelqu'un d'autre qui s'est démarqué durant la pandémie, entre autres, là, pour ses interventions médias, qui a tenu des propos controversés, lui aussi, c'est le réputé cardiologue de l'hôpital Pierre Boucher, là, le docteur Éric Sabat, qui a écrit sur Facebook il y a quelques jours tout un message quand même là, dans lequel il souhaite ouvertement la mort des habitants de la bande de Gaza, complètement à l'autre opposé du spectre. Lui dit dans sa publication qui a été retirée depuis, c'est fini pour le Gaza et le Hamas, 2 semaines de préavis d'évacuation, c'est l'heure du grand nettoyage, impossible de distinguer les bons des mauvais, des propos extrêmement durs, là, appelant presque au massacre de civils, de tuer tout le monde dans la bande de Gaza. Ça aussi, ça démontre que d'un côté comme de l'autre, il y a des débordements. Dans le cas d'un médecin, je vais te dire une chose, là, c'est un médecin de cardiologue. Moi, je le connais pas, mais je le connais de réputation parce que c'est un cardiologue de forte réputation. Mais quel propos, là, pour un médecin? Oui, puis le Collège des médecins, là, d'ailleurs, a confirmé à nos collègues du journal avoir pris connaissance de la publication. Ils n'ont pas le choix. Oui, ça a été référé au bureau du syndic, entre autres. Le 6 de la Montérégie-Est, qui est responsable de l'hôpital Pierre Boucher, a vivement condamné la sortie du médecin aussi. Non, vraiment, c'est des tensions qui continuent d'être en augmentation. Ces deux propos-là, on dirait que c'est une triste journée, mais je vais le dire platement, on dirait que c'était dû pour arriver. Là, on le sentait qu'il y avait du discours extrémiste des deux côtés, puis c'est tout ce conflit-là à l'étranger, mais
qui se transfèrent chez nous. Puis c'est comme là, aujourd'hui, ben, des deux bords, là, ça, comme on dit, ça pète. Ça nous pète d'en face. Controverse aussi aujourd'hui dans le milieu des médias potins, je vais le dire comme ça, Mario, le populaire site de potins QC Scoop, là, qui est devenu très, très connu, entre autres. On se souviendra à l'époque où il y avait les influenceurs dans l'avion de Sunwing. Hein? On se souvient de cette saga au Québec en plein milieu de la pandémie. Mais c'est un compte qui avait acquis beaucoup de popularité, entre autres, en relayant les frasques qui se passaient autour de cet événement-là. Eh bien, le populaire site se retrouve au cœur d'une controverse après avoir diffusé des informations privées sur une influenceuse. Là. Des informations, quand je dis privées, très privées. Là. Eux ont relayé, sans avoir véritablement de preuves, que l'influenceuse Raphaël Roy serait retrouvée à l'hôpital sous surveillance policière, là, en disant qu'elle ne pouvait même pas aller aux toilettes sans que les policiers la suivent. Ce qui semblait bien évidemment suggérer qu'elle était sous contrôle policier comme ça, peut-être même en état d'intoxication, amenée à l'hôpital, ce qui a été complètement démenti par la suite par Raphaël Roy, qui dit avoir été à l'hôpital accompagné de policiers parce qu'elle a demandé de l'aide, là, a demandé elle-même à se faire aider pour des raisons de santé mentale. Et donc, on l'a accusé un peu sans vérification du tout du côté de QC Scoop de cette manière-là. On a foutu ça sur la place publique, là. Oui, absolument. Et depuis ce temps-là, c'est de nombreux partenaires d'affaires qui se sont retirés, entre autres, là, de QC Scoop. Et on a même, là, le fournisseur du site QC Scoop qui s'est retiré aujourd'hui, ce qui fait en sorte que le fournisseur du serveur, là. Exactement, ce qui fait que le site, dans sa forme normale, était plus accessible, là, plutôt aujourd'hui. Suite à tout ça, c'est pas la première fois non plus que du côté là, de QC Scoop, on se retrouve là, dans la mire de l'indignation là, générale. Ceux qui ont propagé là, toutes sortes de potins là, dans les dernières années qui parfois s'avérait complètement faux. Il y en a quelques sites comme ça, c'est comme une nouvelle business. Il y en a une couple, exemple, dans... Tu sais, ça tombait des fois, je recevais ça dans le sport, là. Oui, beaucoup dans le sport. Le Canadien va faire un échange. Fait qu'ils font des gros... Ils font des gros titres. Finalement, c'est généralement complètement faux. Là, l'histoire où, tu sais, le titre est induit, mais c'est rien, ou c'est une phrase qui a été dite banale. En anglais, c'est du clickbait. C'est ce qu'on ça, fait, exactement. là, du piège à clic. C'est vraiment ça, du piège à clic, mais en même temps, tu dis... Des fois, ils disent absolument n'importe quoi, là. À un moment donné, je me souviens plus lequel de ces sites-là, il était sur le dos de Patrick Roy, là. À tous les jours, il y avait une nouvelle sur Patrick Roy. Quasiment, Patrick Roy est en dépression. Patrick Roy fait ceci. C'est vraiment pas... C'était pas vrai pas tout. Oui, c'est... Puis ça mais les autres, ils gagnent leur vie avec ça. Ils génèrent des revenus parce que ça amène du monde qui amène à payer de la publicité. On monétisait là, à grands coups de clics là, du côté de Simon Waddell, là, qui est le fondateur de cette page-là de QC Scoop. C'était des milliers de dollars là, qui engrangeaient en monétisation autour du site Internet de QC Scoop. Puis ça démontre, Mario, encore une fois, là, quand on veut prêcher, je veux pas prêcher pour notre paroisse plus qu'il faut, mais ça démontre que des sites à potins comme ça, c'est pas des journalistes là, qui roulent ça. C'est pas des gens qui font des vérifications, des contre-vérifications, qui vont chercher des témoignages, qui s'assurent que leurs faits sont vérifiés. Dans beaucoup de cas, je sais pas pour QC Scoop, mais dans beaucoup de cas, dans le cas, par exemple, des sites sportifs, c'est qu'ils n'ont aucune source. Ils repartent des médias, donc d'un article de TVA Sport, d'un article de RDS, d'un article de n'importe qui est de Radio-Canada Sport ou d'un média de sport. Ils prennent 4 mots, une phrase, un mini-bout, là. Puis là, ils montent ça en épingle avec une histoire qui n'en est pas une. Donc, ils n'ont pas eux-mêmes une nouvelle source ou une histoire ou une rumeur ou à la limite... Tu sais, comment il s'appelait celui à Montréal qui faisait quelque chose pour le Canadien mais qui était plugué dans un bar puis qui apprenait des rumeurs. Lui avait ses propres sources là, dans le monde des bars à Montréal. Tu sais, il savait des choses qui se passaient. Non, là, je te parle de gens... C'est vraiment des machines à clics, là. Ils partent de sources déjà existantes, d'articles déjà existants. Ils en sortent quelques mots. Ils refont de patente avec ça. Mais les gens cliquent, ça marche au bout. Tout savoir en 24 minutes. Autre journée, autre intervention policière dans une école secondaire, cette fois-ci dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Aujourd'hui, importante opération policière un peu avant 9h à l'école secondaire Chemédie de Maisonneuve sur l'avenue Morgan parce qu'une étudiante aurait aperçu, là, selon ce qu'on comprend des premières informations, un de ses camarades de classe montrer à un ami ce qui semblait être une arme à feu dans la cour d'école. Et il l'aurait ensuite rangé dans un sac à dos. Là, vraiment comme pour montrer « Hey, j'ai un fusil », l'aurait recaché.
Et là, suite à cette scène-là, dans la cour, on a décidé de confiner les étudiants dans leur classe là, par mesure de sécurité, mais pas de confinement complet. Et on a mené des recherches, là, même avec un maître chien sur les lieux, pour tenter de trouver l'arme en question. Est-ce que c'est une arme véritable, une arme à plomb, une arme à jouet? C'était pas clair. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé l'arme en question. Encore une fois, après des heures de recherche, là, on a déployé des policiers, encore en branle-bas de combat, dans une école au Québec. Il commence à faire beaucoup là, de fausses alertes là, dans les dernières semaines. Ouais, beaucoup de journées d'école perdues et beaucoup d'argent en service policier quand même. Économie. Mauvaise nouvelle pour le géant français du jeu vidéo Ubisoft qui a décidé de supprimer 84 postes au Québec qui touchent les localités de Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et même le studio VFX aussi qui transige avec le studio d'Ubisoft. On parle de rationaliser les opérations, d'améliorer de l'efficacité. Là, c'est les termes qui sont utilisés par Ubisoft pour justifier ces coupes-là. Quand même, Ubisoft qui est une compagnie qui reçoit beaucoup d'argent du gouvernement du Québec. On semble oublier. Mais dans ce cas-ci, c'est parce qu'ils reçoivent de l'argent surtout pour des programmeurs. Là. C'est des programmes gouvernementaux pour établir ce nouveau secteur du jeu vidéo. Quoique c'est moins généreux, je pense que ça a été à une époque. Mais là, c'est des postes d'administration. On dit que c'est une réforme administrative. C'est une compagnie qui en a arraché. Là. Ils ont eu des très mauvais mois là, au cours de la... Peut-être un peu moins pire maintenant, mais l'année passée, l'année d'avant, ils ont eu une espèce de ralentissement des jeux. Je pense qu'ils n'ont pas marché. Oui, puis il y a eu en filigrane aussi toutes les controverses dans les grands studios de jeux vidéo, là, d'harcèlement sexuel, d'agression aussi. Donc généralisée. là, ça semble être quand même pas si dramatique. Évidemment, pour les individus qui vivent ça, c'est pas drôle. Mais dans l'ensemble, on dit c'est ici et là des postes d'administration, comptable, comptabilité, finance, communication, ressources humaines, en plus des postes du côté administration. Le Monde. Le gouvernement israélien a affirmé que ses troupes se trouvent maintenant au cœur de la ville de Gaza, là, un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas sur Israël qui a causé des centaines, voire des milliers de morts, alors qu'on a toujours des conflits intenses qui se déroulent là, dans la bande de Gaza jour et nuit. Là, on peut voir les images nocturnes même là, de fusées lancées dans les airs, là, fusées éclairantes là, pour que les opérations puissent se poursuivre au sol. Évidemment, les chiffres et les informations là, parviennent au compte-gouttes aujourd'hui. Semble-t-il que c'est les troupes là, terrestres donc, d'Israël qui continuent de progresser à bon rythme, alors que le premier ministre israélien, lui aussi, encore une fois, a répété qu'il n'y aurait jamais de cessez-le-feu tant qu'il n'y aurait pas de libération d'otages du côté du Hamas. Reste à voir aussi combien d'otages vont réussir à s'en tirer, Mario, parce que ça devient une question qui est de plus en plus inquiétante. Là. Il y a c'est inquiétant. C'est à voir aussi, parce que là, on nous dit, Israël nous dit, on est rentré au cœur de la ville de Gaza. Mais rentrer au cœur de la ville de Gaza, on est quand même sensible et curieux de pour faire quoi. Si on démantèle des installations du Hamas, là, je comprends. Combien de victimes collatérales encore là on fait? Combien d'enfants y trouvent la mort? Oui, ça devient difficile à justifier du côté d'Israël qui veut gagner aussi la guerre des images. Commencer à diffuser aujourd'hui un film avec des vidéos d'horreur là, des massacres qui ont eu lieu. Du 7 octobre. Du 7 octobre, et qui continue à envoyer ça un peu partout dans tous les pays. C'est évidemment franchement dégoûtant. Là. C'est vraiment des images affreuses qui choquent le monde entier, puis vont continuer à le faire. Mais on comprend aussi qu'il y a une volonté là, de contrebalancer toutes les images de bombardement là, dans la bande de Gaza. Il y a une guerre d'images de la part d'Israël. On continue. Je vois partout des messages de gens qui disent, bon, ben là, dans le monde, ou ici, mais ailleurs dans le monde, qui parlent d'un cessez-le-feu. Puis je regardais encore... le Hamas lance des roquettes encore, là, aujourd'hui, et continuellement. Puis je me disais, est-ce qu'on a la moindre indication, les gens qui disent ça, est-ce qu'on a la moindre indication que le Hamas serait prêt à un cessez-le-feu, là? Le Hamas veut sûrement qu'Israël fasse un cessez-le-feu, oui. Mais on semble présumer que c'est un automatisme, là, que le Hamas veut pas cette guerre-là. Mais... le cessez-le-feu est plutôt demandé dans le bénéfice des gens qui habitent à Gaza, là, plus que pour la Hamas. Je comprends, mais mettons que tu es un citoyen d'Israël puis que Israël aurait fait un cessez-le-feu puis que tu reçois une roquette sur la tête le lendemain, là, tu dis, ouais, le cessez-le-feu, il faut que ça soit techniquement, ça soit ces deux bords. Et là, l'humanité semble demander un cessez-le-feu. C'est une guerre qui a été déclenchée par le Hamas. Ouais. Et moi, j'ai pas d'indication à ce moment-ci. Je comprends qu'on dit on n'est pas à force égale.
Mais j'ai pas d'indication que le Hamas, lui, est prêt à un cessez-le-feu. C'est la première chose qu'on devrait vérifier. Là. Ouais, et la prochaine étape, Mario, puis c'est les propos de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, encore une fois, qui lui dit que lorsque la guerre sera terminée, lorsqu'il assume qu'elle va l'être éventuellement, dans la bande de Gaza, ils veulent prendre possession de la responsabilité générale de la sécurité pour une durée indéterminée dans la bande de Gaza. Ouais. Il faudra négocier la paix, des conditions de paix. Ouais. Je pense que rendu là, la communauté internationale va probablement vouloir s'en mêler pour essayer de mettre en place des conditions d'une paix durable, qu'on ait la paix pendant quelques années. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.